Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est l'économiste Elie Cohen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur de recherche au CNRS. On aurait pu imaginer que les taux d'intérêt sur la dette française exploseraient. Vu l'incertitude politique, on a un écartement de la prime de risque France, qu'on appelle le fameux spread entre la dette française et la dette allemande. On est toujours aux alentours des 3,2%. Comment vous expliquez que finalement, malgré cette incertitude maximale, les taux d'intérêt n'aient pas bougé? C'est rassurant en tout cas. Justement, c'est ce que montre l'évolution des taux d'intérêt, c'est-à-dire à la fois dans un contexte qui est un contexte incertain pour l'évolution des taux, une relative stabilité, mais par contre un spread de taux entre la France et l'Allemagne qui n'a jamais été aussi haut, il est de près de 70 points. Mais qui s'est écarté par le bas. Ah oui, mais enfin 70 points d'écart, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Ça veut dire que les marchés ne sont pas très inquiets parce qu'ils pensent que, au fond, le syndrome Mélanie, c'est peut-être ce qui guette la France, et donc ils ne sont pas très inquiets des évolutions politiques. Et en même temps, le contexte des taux est un contexte qui n'imprime pas une direction très nette, ni aux États-Unis, ni en Europe. Et donc dans ce contexte-là, une attitude attentiste avec quand même une pénalisation de la dette française avec cet écart entre la dette allemande et la dette française qui, à mon avis, reflète bien la situation. Je vous écoutais sur Radio Classique. Dans la minute qui suit l'arrivée au pouvoir du RN, les taux d'intérêt pourraient exploser. Ça, c'est de vous. Mais en même temps, Jordan Bardella a rappelé qu'il était raisonnable en matière d'économie. Ce matin, Jean-Philippe Tanguy, le député, possiblement ministre de l'économie si le RN était en majorité absolue, a dit que le RN ferait baisser la dette publique française. Devant le MEDEF, Jordan Bardella, il a parlé de stabilité fiscale, de poursuite de baisse d'impôts de production. Il a affirmé que les mesures tiendraient compte de la réalité budgétaire de la France. On se dit que c'est quand même rassurant ou c'est du pipeau ? Alors, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Si vous voulez, moi, quand je regarde les programmes aussi bien du RN que du Front de gauche, je constate trois choses. Un, alors que on est dans une situation conjoncturelle qui est rien moins que simple, tout le monde ajoute de nouvelles dépenses. Et tout le monde ajoute de nouvelles dépenses qui ne sont pas financées. Ça, c'est un fait. Mais deuxièmement, encore plus important, c'est alors même qu'on a l'État-providence le plus généreux, le plus étendu et qu'il a certaines difficultés, chacun des deux blocs veut élargir cet État-providence. Vous avez vu par exemple que le Front de gauche veut que la scolarité des enfants soit totalement prise en charge. Livres scolaires, comme cantines, comme... Enfin, donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce serait très bien si on était dans une situation d'étendre un État-providence qui représente déjà 33% du PIB. Est-ce que vous pensez que dans la situation de la France, on est en situation d'aller encore au-delà ? C'est un record dans le monde, ça ? Comment ? 33% du PIB, c'est... Champion du monde. Champion du monde. Donc voilà, on a l'État social le plus généreux. Moi, je suis ravi qu'en France, lorsque quelqu'un a un problème de santé qui va à l'hôpital, on ne lui demande pas sa carte de crédit, on le soigne d'abord et on regarde après. Je suis très content de voir que quand des immigrés arrivent, des réfugiés, etc., on puisse éventuellement les prendre en charge. Je trouve qu'on est un pays généreux et accueillant. Mais le problème, c'est est-ce que vous croyez, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'avec les dettes, les déficits que nous avons, nous soyons en situation non pas de maintenir, non pas de réformer l'État-providence, mais de l'étendre. Et puis, troisième caractéristique de ces programmes, c'est que non seulement on dépense de l'argent qu'on n'a pas, non seulement on veut étendre l'État-providence, mais en plus on veut revenir sur des réformes majeures qui ont été faites, notamment dans l'époque bérégovoy, avec la désindexation, en voulant remettre l'indexation générale. C'est-à-dire que même le combat que nous avions mené contre l'inflation en faisant des réformes structurelles courageuses, on veut le remettre en cause. Et je n'ajoute même pas tout ce qui est dit sur le fait que, étant membre d'un club qui est le club européen, on décide qu'on va s'abstraire des règles de ce club, qu'on va mettre une double frontière, qu'on va réviser à la baisse nos contributions, qu'on appliquera ou qu'on n'appliquera pas certaines mesures prises. Potentiellement, on ira au bras de fer, que ce soit extrême gauche ou extrême droite. Non, je crois vraiment que le scénario Mélanie est le scénario le plus raisonnable. C'est-à-dire, c'est quoi le scénario Mélanie ? C'est au départ une campagne électorale qui fait feu de tout bois, et qui mêle, je dirais, les sujets économiques, les sujets sociaux et les sujets de société. Et à l'arrivée, c'est la politique Draghi qui est appliquée en matière économique et sociale, c'est-à-dire une politique euro-compatible. Par contre, pour se différencier, des mesures dans le domaine sociétal qui permettent de satisfaire une clientèle conservatrice. C'est qui le Draghi chez nous en France ? On l'attend, on le cherche, on l'épie, on ne l'a pas vu venir encore. Mais je pense que lorsque... Mélanie est plus européenne, Comment ? elle est plus atlantiste, Mélanie est plus européenne que les déclarations de Bardella sur
l'Ukraine, sur les différents sujets de politique étrangère, sur le détachement de l'emprise poutiniste, il a l'air de vouloir faire un pas, justement, vers l'OTAN, vers l'Ukraine et vers l'Europe. Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, classé à gauche, a estimé que le programme économique du nouveau Front populaire était pire que celui du RN. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, on additionne à des dépenses de court terme, des dépenses de moyen terme et un abandon des réformes de long terme. C'est quand même beaucoup. Et donc, entre les deux programmes, entre les programmes économiques des deux extrêmes. Je crois qu'ils se valent, franchement, parce qu'au RN, ils ajoutent en plus la renationalisation des autoroutes pour un coût de 30 ou 40 milliards, ce qui est une pure folie. Je veux dire, qui a besoin de sortir 40 milliards d'argent public pour renationaliser les autoroutes? C'est simplement n'importe quoi. 92% des Français ne verront pas leur fiscalité modifiée, nous dit le nouveau Front populaire. Et, oui, et en même temps, je crois que c'est Olivier Blanchard qui parlait de quoi, qui disait que le programme du NFP était dangereux et confiscatoire. Attendez, je veux dire, vous regardez ce qu'annonce le Front de gauche ils disent on va rétablir l'ISF. Ah, vous dites, rétablir l'ISF, au départ... ça rapportera 3 fois plus. Voilà. Comment ça fait? Comment on fait pour que ça rapporte 3 fois plus? On augmente les taux. Ah oui, mais enfin, dans ce cas, ça devient confiscatoire. C'est ce que dit notre ami Olivier Blanchard. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre la mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire que recréer l'impôt sur la fortune, notamment celui qui est payé sur les PME, PMI, etc. On a souvent des familles actionnaires. Donc pour que ces familles actionnaires puissent payer leur ISF, il faut payer des dividendes importants qui eux-mêmes vont être imposés. Et donc ça crée une sortie de trésorerie et une perte d'opportunités d'investissement dans les PME, PMI. Et pour quel bénéfice? C'est absurde. Il y a plus de chances qu'on ait une crise de la dette avec le programme de qui, à supposer que les programmes soient intégralement appliqués, ce dont on peut douter? Non, je crois que la crise de la dette, on l'aura à partir du moment où l'un des deux blocs sera en mesure de gouverner effectivement. Parce qu'à partir du moment où l'un des deux blocs aura une majorité, ce qui est très improbable pour le moment, mais aura une majorité réelle pour gouverner... Absolue donc. Absolue. À ce moment-là, les marchés vont réviser complètement leur jugement et vont constater qu'il y a un vrai problème et de financement des déficits et de financement de la dette. Donc c'est la meilleure des solutions, quelque part, pour l'économie, pour les marchés, le fait que la France soit ingouvernable? Non, c'est-à-dire que l'expérience historique montre que nous sommes un pays qui a beaucoup de mal à se réformer en amont par le consensus, par le débat interne, et que c'est au bord du précipice en général qu'on réagit. Regardez ce qui s'est passé en 58, regardez ce qui s'est passé en 68, etc. Nous aimons, nous en France, les grandes crises théâtrales où au bord du précipice on vient, on dit il n'est plus possible de maintenir les politiques qu'on a maintenues jusqu'à présent, donc on va faire des coupes sombres. On va instaurer même éventuellement une commission de la hache. Vous voyez, tout ce vocabulaire de la théâtralisation de la gestion des finances publiques, ça nous ressemble beaucoup. Nous ne sommes pas de doux sociodémocrates nordiques. Non, ça serait. Et donc on se dit quoi? Alors on se dit que s'il n'y a pas de majorité absolue, si le pays est ingouvernable, quelque part on évite une crise de la dette? Si le pays est ingouvernable, par définition, il faudra recourir à toute une série d'expédients pour assurer le financement du train de vie de l'État. Et donc, il y aura pas de crise de la dette. Il n'y aura pas de crise de la dette, et puis on aura des financements parce qu'on appelle les 12e budgétaires, c'est-à-dire qu'on reconduira le budget antérieur tous les mois pour pouvoir faire face aux dépenses quotidiennes de l'État. D'un point de vue économique, vous souhaitez quoi, vous, d'un point de vue strictement économique? Vous savez, les économistes aiment bien de la lisibilité, de la prévisibilité. Ils aiment bien pouvoir faire des anticipations et faire des simulations. Et par définition, une situation politique très instable, c'est le contraire de tout ça. Et puis surtout, on a des enjeux européens majeurs. Enfin, on oublie qu'on a la guerre à nos portes en Ukraine. On oublie qu'il va y avoir une élection aux États-Unis avec un Trump qui est de plus en plus tiède sur la présence des Américains en Europe et l'aide à l'OTAN. Je veux dire, face à tous ces enjeux majeurs, on a une industrie de l'armement qui a du mal à monter en cadence et en puissance. On a des tas de problèmes industriels qu'on voudrait pouvoir régler au lieu de passer notre temps à spéculer sur une éventuelle crise de la dette. Mais pour vous, qu'on aurait, si, encore une fois, cette crise de la dette, si on a une majorité absolue,
quel que soit le camp, potentiellement... Non, si on a une majorité absolue, l'hypothèse la plus probable, comme je vous l'ai dit, c'est la mélanisation. Ouais. Mais si on n'est pas dans un scénario de mélanisation, on est dans un scénario extrême de mise en œuvre des programmes tels qu'ils ont été annoncés, alors oui, très rapidement, les marchés financiers changeraient d'opinion sur... Ce qui s'est passé au Royaume-Uni en 2022 avec Liz Truss, qui voilà. pourtant avait proposé des baisses d'impôts voilà. massives, ce qui pourrait plaire aux marchés financiers en disant voilà. c'est bon pour l'économie. Exactement. Comme ça n'a pas été accepté. On pourrait imaginer ce même cas de figure arriver en France sur la dette française. La réponse est oui, si on applique les programmes tels qu'ils sont. Mais encore une fois, je ne crois pas un seul instant qu'on va appliquer les programmes tels qu'ils sont. Vous avez vu par exemple que dans le Front de gauche, il y a un débat entre Valérie Rabault et Aurélie Trouvé pour savoir si le coût total sera de 100 ou 200 milliards. Un rapport de 1 à 2 quand même. Voilà. Bon, on rêve. 200 milliards, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est que 200 milliards d'euros ? Il y a des recettes fiscales face à ça. Comment ? Il y a des recettes fiscales. Où est-ce que vous les avez vues, les recettes fiscales ? Le rétablissement de tous les impôts, la suppression de la taxe, triplement de l'ISF. Attendez, si vous mettez 14 tranches à l'impôt sur le revenu, notamment. Si vous doublez l'ISF, et si vous faites un ISF spécial qu'on appelle l'ISF climatique, et si vous rajoutez, si vous empilez tout ça, en même temps, si vous supprimez la flat tax, si vous barémisez les revenus du capital, mais c'est la ruine. Donc, qu'est-ce que vous voulez Ils le savent au moins, ces gens qui pondent le... Mais ils ne le feront pas, c'est ça le problème. C'est ça. Il ne vous a pas échappé que ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord négocié sur le partage des circonscriptions, et puis après, dans la chambre d'à côté, on a dit, bon, bah, on va mettre quelques trucs sur le programme. Il ne faut surtout pas qu'on nous accuse d'antisémitisme ou d'hostilité à l'Ukraine. Bon, le reste, les données économiques, on s'en fout. Enfin, en gros, on additionne des mesures qu'on verra comment appliquer ou ne pas appliquer, à quelle proportion, le moment venu, si le moment se présente. Allez, merci à vous pour cet entretien avec Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci à vous. Merci.